Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle émission de l'OM au café sur lefossé1.fr ou sur Twitch. On le rappelle, sur Twitch, vous pouvez nous suivre également pour dialoguer avec moi, pour échanger sur cette émission. Il y aura des choses à dire parce qu'il y a pas mal de mouvements là depuis quelques heures. Ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de rumeurs également. Donc ça va être intéressant de voir un petit peu tout ce qui va se passer là, surtout demain, il y aura également, on va proposer une émission un peu plus longue, un talk un peu plus long là pour les dernières heures du mercato, donc ça va être intéressant. Salut à tous, je vous vois déjà dans le chat me saluer, je vous vois déjà parler de cette fameuse action de Vitinha. Je m'en doutais que vous allez me faire une petite, une petite allusion à ça, mais c'est sympa, ça me fait marrer. Par contre, je vous cache pas que je peux plus me la voir cette vidéo parce que parce que je l'ai vue, je sais pas, une centaine de fois dans le week-end. J'ai reçu beaucoup de notifs, tout le monde me l'a envoyé, donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'avis sur cette vidéo et je vous vois déjà très taquin ce matin, mais ça fait plaisir en tout cas. Voilà, Nico Amskas, cette petite pause, c'est vrai que j'ai eu 2 jours de repos là consécutifs, lundi, mardi, ça fait plaisir, un petit week-end en début de semaine pour entamer justement cette grosse semaine qui nous attend parce qu'il va y avoir des rendez-vous importants. Et donc il y a demain déjà la fin du mercato, il y aura un talk évidemment toujours à 18h, il y aura l'OM au café à 11h demain, talk à 18h, il y aura également après un talk spécial mercato à partir de 23h, donc ça va être vraiment intéressant, il y aura du beau monde, il y aura Cordo, il y aura du Bilel, il y aura également Romain Canuti qui sera là, il y aura Sébastien Voll, puis il y aura beaucoup de monde, donc ça va être intéressant pour débriefer toute cette fin de mercato. Donc voilà, et puis il y aura aussi la fin de semaine avec évidemment le match contre Lyon, le déplacement à Lyon, j'allais dire à Gerland, mais c'est plus Gerland, mais à Lyon, le déplacement à Lyon. Et également, il y aura le match de Gambardella qu'on va suivre également, le match des U19 de Gambardella entre l'OM et le PSG qu'on ira suivre également pour vous. On essayera de vous faire un petit truc sympa autour de ce match-là. Donc voilà, voilà pour les grosses infos là, de cette fin de semaine. Donc il a fallu recharger les batteries en ce début de semaine et je suis très content d'être avec vous. On va prendre quelques messages déjà dans le chat. Qu'est-ce que vous me dites? M. Guibol qui nous dit: salut, vous êtes réellement surpris pour Gay? C'était un joueur de Ligue 2 qui pré-signe un contrat pour Watford, puis l'OM le soutient à fond. Son clan ne serait-il pas intéressé que par l'argent? À voir, c'est vrai que ce dossier-là est un dossier plutôt épineux pour Longoria. Il a vraiment là tapé du poing sur la table et visiblement, je pense que s'il ne prolonge pas et s'il n'arrive pas à trouver une porte de sortie dès cet hiver-là, je ne serais pas étonné qu'il soit même écarté du groupe. Donc là, ça peut être un cas un petit peu embêtant et ce serait dommage de le garder, de garder ce petit caillou-là dans la chaussure jusqu'à la fin de la saison. Donc soit il faut trouver une solution dès cet hiver et je pense que le départ semble la meilleure solution pour le joueur comme pour nous. Je pense que voilà, la fin est proche et voilà, c'est dommage. Je pense qu'il avait des qualités. Il a fait une belle CAN, notamment avec le Sénégal. D'ailleurs, le Sénégal a un petit peu souffert de son absence lors du 8e de finale. Donc voilà, je pense que c'est pas un mauvais joueur, mais bon, il a non plus jamais vraiment réussi à s'imposer à l'OM. Donc voilà, moi ça me choquerait pas de le voir partir et je serais pas non plus déçu de le voir partir. Charlie Goyard, je vais prendre ton message, j'en ai vu un avant, Nicolas 171. Je suis à bout, je ne comprends pas qu'il puisse mettre un de nos meilleurs joueurs et décisif. On vend Klose, mais on garde Unai. Ouais, vous êtes beaucoup sur le cas Jonathan Klose qui fait beaucoup parler. Moi, le premier, j'ai été surpris quand j'ai découvert cette info-là. Je pense qu'on l'était tous. C'était
pas forcément attendu. Quand on avait vu la conférence de presse de Longoria qui ciblait certains comportements qui ne plaisaient pas en interne, Gattuso aussi avait ciblé un manque d'implication de certains joueurs. C'était pas forcément Klose qu'on pouvait cibler au départ. On pensait pas qu'on pouvait parler de lui. Et visiblement, en tout cas, c'est lui qui est visé. Alors à voir aussi ce coup de pression, si c'est pas pour qu'il prolonge aussi, parce qu'on rappelle qu'il est à 1 an et demi de la fin de son contrat. Pablo Longoria qui avait dit, on le rappelle, qu'il ne voulait plus avoir de joueurs comme ça en fin de contrat à gérer. Donc peut-être aussi c'est un moyen pour lui de mettre une pression pour une prolongation de contrat. À voir. Il y a aussi sûrement un investissement qui est jugé insuffisant de la part du staff. Donc voilà, après c'est dommage parce que là je veux prendre quand même quelques messages avant de vous dire ce que je pense de ce cas-là. Voilà, Charlie Goyard, Klose ne sera pas vendu, c'est juste un coup de pression. Depuis quelques matchs, Klose, il est en dessous de son niveau, romancier 45, je suis d'accord avec toi, je vais justement en parler. Klose, s'il n'a pas la tête à l'OM, qu'il s'en aille pour 1,81. Klose bientôt en fin de contrat. Et si en plus il s'investit moins, bien qu'il se casse pour Ofada. Les termes sont un petit peu virulents, mais on voit certains supporters qui sont agacés aussi de ce type de comportement. C'est vrai qu'aussi, on peut avoir, on a aussi là Pablo Longoria qui tape du poing sur la table, qui veut aussi faire respecter cette institution-là OM, donc je pense aussi que c'est une bonne chose, mais il ne faut pas faire non plus n'importe quoi, et je pense que perdre Jonathan Klose maintenant, ce serait une grosse erreur. Alors moi, je ne suis pas content de son rendement, j'ai déjà dit, je pense, sur les dernier OM au café, où je le trouve vraiment en dessous de son niveau depuis, pas depuis quelques matchs, enfin pas depuis la reprise et pas depuis la pré-trêve, mais bien avant. Ça fait quand même quelques temps qu'il n'est pas à son niveau et je trouve que dans la combativité sur le terrain, il n'affiche pas toujours un bon état d'esprit. Ça, je l'avais noté. Après, je ne pensais pas forcément que son implication au quotidien et aux entraînements était en dessous aussi. Mais voilà, c'est bien aussi de faire un rappel à l'ordre. On est à l'Olympique de Marseille. Il a un statut. C'est fait partie des cadres. Donc, il faut aussi que lui assume ce statut-là. Après avoir dit ça, je pense que c'est important de le garder dans cette saison-là. C'est quand même un de nos maillons forts de notre effectif et ce serait dommage de s'en séparer. C'est quand même l'un de nos meilleurs passeurs. Il est capable de faire pas mal de différences sur son côté. Il est capable de marquer. Voilà, il peut avoir un coup de moins bien, ça peut arriver. C'est bien de pouvoir le recadrer et c'est bien de l'avoir fait. Après, le coup de pression, est-ce qu'il va vraiment partir? Là, ça sera à suivre dans les derniers instants du mercato. Donc, on va suivre ça de très près. Moi, de mon avis, je ne pense pas qu'il va partir, honnêtement. Je ne pense pas qu'il va partir. Ça fait beaucoup parler. Kosual qui nous dit gestion humaine catastrophique de Longoria, communication défaillante, mensonge sur l'état des comptes du club, plus d'échecs. Voilà le bilan de notre super directeur sportif et pseudo-président. Vivement la fin de saison qu'il se casse. Ouais, un message plein de haine envers Pablo Longoria, mais je prends le temps de le lire. Moi, je ne suis pas forcément d'accord avec toi, mais c'est important aussi d'avoir vos avis là-dessus. Donc je le lis, mais je ne pense pas que ce soit une solution pour nous de voir partir Longoria. Parce qu'encore une fois, c'est le faire partir pour mettre qui à la place. Est-ce que ce sera quelqu'un d'aussi compétent? Je pense que quand même Pablo Longoria a une bonne connaissance du football. Il y a eu des erreurs, c'est sûr. Des fois, gestion humaine n'est pas toujours top. Il y a des choses à redire de toute façon. Rien n'est parfait dans ce qu'il a fait. Mais je pense quand même qu'il y a plus de bons que de mauvais dans ce qu'a fait Longoria pour l'instant à l'Olympique de Marseille. Don Blas Klose, il faut aussi dire que vu les montées et descentes qu'il fait sur son aile et qu'il joue tous les matchs, il est peut-être aussi cramé. Il est peut-être aussi cramé, ça c'est vrai aussi. Il a joué beaucoup de matchs, mais il y a aussi un état d'esprit à afficher. Je veux dire, on peut rater des choses techniquement, ça c'est pas un souci. On peut être fatigué, on peut se blesser, ça il n'y a pas de problème. Mais après c'est dans l'engagement sur le terrain, je trouvais vraiment en dessous là. C'est depuis quelques mois et ça me posait problème. Ça posait problème aussi à l'effectif.
effectif parce qu'on avait besoin d'un Jonathan Klaus là, dans ces moments-là forts et il n'a pas su répondre présent. Et c'est dommage parce qu'on a besoin aussi de cadres et dans des moments plus difficiles, on a besoin que ces cadres-là répondent présent et tirent le groupe vers le haut. Et visiblement, Klaus aussi le tirait plutôt vers le bas. Donc ça, c'est problématique. Tony, qu'est-ce qu'il nous dit? Klaus triche beaucoup, pas à son niveau et dès qu'il a un petit pépin physique, il sort. Il se bat pas à 100%, ça respecte pas l'institution. Puis la saison est pourrie, déjà terminée, donc anticipant la prochaine, il peut partir Klaus. Voilà le message de Tony qui va un petit peu dans mon sens, mais même si moi je ne suis pas pour forcément un départ, je suis comme toi, je trouvais qu'il trichait un petit peu, on va dire un petit peu ce terme-là est un peu fort, mais il trichait un peu, je trouvais, moi, sur certains matchs. Et je suis pas loin je te rejoins quand même là-dessus, sur ton message. Euh, GG qui nous dit: «Vous êtes tous sauf Océan pour que Longoria reste, vous êtes à l'encontre de la team OM, bizarre cette divergence». Alors moi, je suis pas sûr que ce soit le cas de toute la team OM honnêtement. Honnêtement, je suis pas sûr que ce soit le cas de toute la team OM que, de voir Longoria partir. Moi, si demain tu me dis, qu'on a un directeur sportif, et un président, de renommée, qui va amener du sérieux à l'Olympique de Marseille, pourquoi pas changer? Mais à l'heure actuelle, je pense que je vois personne arriver à l'OM et prendre la place de Longoria et faire un aussi bon travail que ce qu'il a fait. Alors il y a eu des erreurs, je le dis et je le répète, mais après qui ne fait pas d'erreur aussi quand on est président de l'OM, il y a forcément toujours des petits couacs, mais je pense pas qu'honnêtement ce soit toute la team OM qui soit contre Longoria. Bah, je vais prendre d'autres messages, peut-être peut-être que je me trompe, hein, honnêtement. Ce serait bien de faire peut-être un sondage, mais quand on aura le temps là sur le chat. Voilà, Ajar qui nous dit: «C'est qui la team OM?» par rapport à ton message. L'Aziz Maziz qui nous dit: «On a oublié bien vite tout ce qu'il a fait par le passé». Tu vois, il y a pas tout le monde n'est pas contre Longoria. Moi, je défends un petit peu son bilan parce que, je suis, et encore une fois, je suis pas forcément, je connais pas Pablo Longoria personnellement. Il me paye pas, c'est pas lui qui me paye donc quand si je dis du bien de lui, c'est vraiment que je pense qu'il apporte du sérieux à l'Olympique de Marseille. Et quand il fait des choses moins bonnes, je peux le critiquer aussi. Par exemple, son mercato estival, on est tous unanimes pour dire il a pas été bon et pas été suffisamment bien réfléchi. Prendre des joueurs qui peuvent jouer la CAN, en prendre quelques-uns, pourquoi pas, mais enlever toute une partie de ton secteur offensif ou presque, ça c'est mettre en danger l'effectif et mettre en danger la saison, surtout à une période quand même charnière. Donc voilà, là il y a eu des erreurs sur le mercato estival. Je pense qu'il est en train de rectifier aussi un petit peu le tir. Je trouve que le mercato là hivernal est pas mauvais. Le recrutement de Quentin Merlin, je trouve ça judicieux. Aller chercher alors c'est peut-être pas que lui, il y a aussi l'apport de Mehdi Benatia là-dedans qui a joué son rôle. Mais voilà, je pense que voilà, le recrutement de Quentin Merlin, c'est intéressant. Mumbagna à voir aussi, mais en tout cas dans le profil, dans l'idée, ça peut être intéressant parce que c'est un profil qu'on n'avait pas, athlétique devant, on le rappelle, qui peut prendre la profondeur, qui a l'air assez adroit devant le but. Donc ça va être aussi à voir, mais dans l'idée du profil, c'est plutôt intéressant. Jean Onana, bon, de toute façon, il partira à la fin de la saison, donc c'était un prêt sur 6 mois. C'est pas non plus mauvais. Ce qu'il a montré sur le terrain, il n'a pas non plus montré de mauvaises choses. On a eu qui d'autre en recrutement si j'ai pas, aidez-moi, peut-être que là j'ai un trou.
je crois qu'il y a Ulysse Garcia aussi. Ulysse Garcia, on voulait une doublure. Alors moi, je suis pas forcément convaincu que ce soit là pour le coup un super joueur, mais en tant que doublure, ça va faire l'affaire. Donc moi, en tout cas, je suis plutôt content de l'arrivée surtout de Quentin Merlin. Je trouve que ça, c'était vraiment c'est vraiment un recrutement que j'aime parce que là, déjà, il est jeune. Il a du potentiel, donc on le rappelle, international espoir. Il a un état d'esprit irréprochable. Je le sais parce que je connais un petit peu l'environnement du club du FC Nantes et c'est un gamin qui était beaucoup apprécié dans le centre de formation par ses entraîneurs et notamment par son abnégation. C'est un joueur qui ne lâche pas beaucoup. Alors il a encore une marge de progression, on le rappelle, il a 21 ans. Donc voilà, ça c'est des recrues qui peuvent nous apporter quelque chose. Et encore une fois, on a beaucoup critiqué le recrutement de Longoria l'hiver dernier, mais quand il ramène Malinowski et par exemple Asdin Ounahi, on est tous plutôt contents parce que voilà, Malinowski, pour ceux qui suivaient la Serie A, c'était quand même un joueur, même s'il restait sur quelques mois un peu moins bon, c'était un joueur qui avait prouvé en Serie A avec l'Atalanta Bergame, qui avait été un joueur important. Moi, en tout cas, j'étais très content qu'il vienne. Moi qui suis beaucoup la Serie A, j'étais content qu'il vienne. Asdin Ounahi aussi, un joueur de talent qu'on avait vu à la Coupe du Monde. On s'est dit, on était tous contents qu'il vienne. Vitinha, on connaissait pas, donc bon, on était quand même contents parce qu'on se rappelle l'accueil des supporters à Marignane, mais on connaissait pas forcément. On se disait peut-être voilà un attaquant, un neuf qui a l'air prometteur. Visiblement là, ça c'était vraiment une erreur. Mais sur Asdin Ounahi et Malinowski à la base, c'était quand même des recrutements. Ils n'ont pas réussi à s'acclimater au club. Asdin Ounahi, il est encore à Marseille, donc il peut encore peut-être renverser la vapeur, mais voilà, donc c'était un recrutement quand même qui était judicieux. Malheureusement, ces joueurs-là, la mayonnaise n'a pas pris. Mais encore une fois, là-dessus, il n'est pas forcément responsable. Toto, Angel, arrêtez de pleurer sur Longoria. Moi, je dis merci Pablo. Et si on fait top 4 en fin de saison, ça fera 3 saisons de suite en LDC, du jamais vu depuis 15 ans. Non, mais c'est vrai aussi. Il y a aussi parce qu'on parle beaucoup d'instabilité, mais sur les résultats, c'est plutôt stable. On a fait deuxième place avec Sampaoli. On a fait troisième la saison dernière. Là, cette année, par contre, faudra pas se louper. Moi, je pense encore, je sais qu'il y en a beaucoup dans le chat qui ne sont pas de mon avis et qui sont très pessimistes sur l'issue de la saison. Moi, je pense encore qu'on a encore notre carte à jouer. Moi, j'avais vraiment demandé de ne pas perdre de points bêtement dans cette période-là, avec l'absence de nos canistes, donc de limiter la casse. On a réussi à le faire. Malheureusement, je pense qu'au vu des matchs, on aurait même pu prendre 4 points de plus. Avec le match contre Strasbourg, on se fait égaliser cruellement dans le temps additionnel, même si on ne méritait pas grand-chose. Et contre Monaco, je suis désolé, dans le jeu, c'était quand même beaucoup mieux, même si beaucoup vont me dire on était à 10. J'ai vu des équipes à 10 contre nous, et nous à 11. Proposer quand même un meilleur football que ce que nous a proposé l'AS Monaco. J'ai vu Metz nous mettre en difficulté en début de saison, j'ai vu Nantes nous mettre en grande difficulté en début de saison alors qu'ils étaient à 10. Donc moi je veux bien l'excuse de Monaco était à 10, donc c'est normal qu'on ait pris le dessus sur ce match-là. Moi je trouve qu'on a fait voilà un bon match et on aurait dû le gagner avec malheureusement cette occasion loupée. Donc je pense en plus là on va récupérer les canistes, Iliman Ndiaye et Ismail Assar qui vont revenir pour le match contre Lyon. Harit Ounahi certainement aussi, mais ce sera peut-être juste pour être titulaire. Donc voilà, moi j'ai encore beaucoup d'espoir sur cette saison-là, parce que aussi je vois nos concurrents, à part Brest, qui m'impressionne visiblement. Parce que moi j'étais de ceux, j'en discutais là juste avant l'antenne avec Marine notamment, qui avait regardé le match de Brest PSG, et c'est vrai que elle me disait à juste titre que Brest, c'était quand même une très belle équipe. Et moi, j'étais de ceux qui disaient justement que je pense que ça va s'écrouler. Finalement, c'est vrai qu'il m'impressionne beaucoup là, sur ce début de saison. Enfin, sur ce début de saison qui est bien entamé même maintenant. Mais voilà, donc... Mais même si, voilà, je trouve que Brest affiche un bel état de forme, je pense qu'ils vont quand même petit à petit rentrer dans le rang. Nice m'impressionne pas du tout. Nice va perdre énormément de points aussi. Donc voilà, je pense Lille va perdre des points. Il n'y a aucune équipe devant, je le dis et je le répète, qui est vraiment transcendante et qui me
et qui me fait perdre espoir en fait. Moi voilà, mon espoir, je me raccroche un petit peu à ça, où les équipes en face ne sont pas forcément, n'affichent pas non forcément un état de forme, très convaincant. Bon, je parle beaucoup là, je vais reprendre quelques petits messages dans le chat. Danny Dan, salut Slim, le problème c'est qu'on n'arrive pas à avoir de stabilité dans le projet sportif, ça c'est vrai. Il n'y a pas de cohérence et de continuité, tu prends des coachs avec des philosophies de jeu différentes à chaque fois et tu changes tout à chaque fois. Les joueurs sont dégagés au bout de 4 mois, tu veux t'identifier à qui dans cette équipe, il faut prendre un coach avec une idée de jeu et construire sur 3 ans. Danny Dan, merci pour ton message et là-dessus, voilà, là c'est une vraie critique aussi qu'on peut émettre au président Longoria, c'est voilà, le manque de stabilité dans le projet sportif. Ça, c'est vrai. Le fait d'avoir, voilà, on a eu Sampaoli, au bout d'un an, il part. On a eu Igor Tudor, au bout d'un an, il part. On a eu Marcelino, bon, il n'est pas resté longtemps. Gennaro Gattuso, je pense qu'il ne va pas non plus rester des années, malheureusement. Donc, c'est vrai que là-dessus, il va falloir travailler sur un coach et prendre un coach sur lequel tu vas pouvoir bâtir quelque chose. Donc, je pense que là, à cette intersaison-là, malheureusement, je pense que vraiment, Gattuso, je ne le vois pas rester à l'Olympique de Marseille. Moi, j'aime beaucoup, enfin, j'aime beaucoup. J'aime ce qu'il a apporté à l'OM dans une période délicate. Il est arrivé, c'était un peu le feu à l'OM. On ne savait pas comment ça allait se goupiller. Il y avait pas mal de départs aussi en interne dans la direction. Donc, il est arrivé un petit peu dans un moment compliqué. Et je trouve que ce qu'il a fait de cette équipe-là, il a réussi à remettre la tête des joueurs à l'endroit. Alors, tout n'est pas parfait dans ce qu'il propose. Il n'a pas non plus eu tout le temps les joueurs qu'il voulait au moment. Il y a eu beaucoup de pépins physiques à gérer. Donc, ce n'est pas une saison facile pour lui pour l'instant. Je suis d'accord sur le fait qu'il n'influe pas assez sur le cours d'un match. Mais je trouve que c'est quand même intéressant dans l'ensemble ce qu'il a apporté à l'OM. Et pourtant, je n'étais pas forcément pour sa venue à l'époque quand j'ai vu son nom circuler du côté de l'OM. J'étais pas forcément pour parce que je l'avais vu à Valence, je l'avais vu à Naples et j'avais pas forcément été convaincu de ce coach-là. Et il m'a agréablement surpris à l'OM. Donc voilà. Mais je pense pas qu'il va rester cet été, malheureusement. Donc il va falloir bâtir avec un coach, voilà, sur un projet, comme le dit Danny Dan très justement, sur 2-3 ans. 2-3 ans, tu prends un entraîneur qui va se projeter. Mais encore une fois, s'il prend un entraîneur, il va falloir aussi que tout le monde l'accompagne là-dessus, sur ce projet-là, que ce soit les supporters, que ce soit les joueurs. Donc il faudra aussi accompagner ce nouveau coach-là, parce qu'on se rappelle, il a voulu créer quelque chose avec Tudor qui a été sifflé dès le départ. Donc ça aussi, c'est compliqué de bâtir à l'OM et de construire quelque chose à l'OM. Icario Fonseca, pourquoi pas, c'est un très bon coach, mais pourquoi pas, c'est vrai. Je vais voir, il y en a beaucoup qui me parlent dans le chat là, je vais essayer de prendre un peu tout le monde. Zizou est sur le marché, Gianluca, ouais, mais Zizou, je ne suis pas sûr qu'il viendrait à l'OM. Je pense que Zinedine Zidane, le jour où il va reprendre un club, ce sera lui, il aime bien avoir des garanties, honnêtement, sportives, de joueurs. Je pense pas qu'il viendrait avec cet effectif-là de l'OM de toute façon. Dragan Pixie qui nous dit: Slim, j'ai regardé le calendrier ce matin, c'est compliqué, il faudra se faire sortir par le Shakhtar si tu veux finir 4e. Ouais, c'est sûr qu'après, avec l'Europa League, si on fait une petite épopée, ça va être compliqué d'allier Europa League et championnat, mais je pense qu'on peut le faire. Là, on aura quand même un effectif quand même conséquent. En attaque, on va avoir Mumbagna, Aubameyang, Iliman Ndiaye. On aura du Harit. Les latéraux sont doublés désormais. Au milieu de terrain, on a Onana qui vient se greffer en plus, qu'on n'avait pas en première partie de saison. Il y a le retour de Rongier, il y a Kondogbia qui va revenir aussi de blessure. Donc voilà, on aura un effectif un peu plus important, un peu plus pléthorique. À voir si qualitativement c'est le cas aussi, mais je pense que ça peut être intéressant. Dimitri qui nous parle de Francaise. Francaise, oui, bien sûr, ça peut être un entraîneur intéressant pour bâtir.
Là, cette année, c'est vrai qu'il ne fait pas une bonne saison avec Lens. Après, est-ce que c'est le type d'entraîneur qui est capable de s'imposer à l'OM? Mais je pense, en tout cas, dans l'idée, je trouve ça pas bête, ce que tu me proposes là. Moi, j'aime bien Francaise, Dimitri. Je t'avoue que c'est un entraîneur que j'aime bien. Je trouve intelligent. Il a une grosse connaissance du football. Voilà, je sais qu'il y a Romain Kaniki qui parle aussi de Will Steele, moi qui m'impressionne beaucoup cet entraîneur-là. J'aime beaucoup l'écouter dans ses conférences de presse, je trouve qu'il change un petit peu des standards des entraîneurs qu'on peut avoir. J'aime beaucoup ce qu'il propose tactiquement sur ses matchs. Je trouve qu'il a une vraie idée tactique. Mais après, la seule petite réserve que j'émettrais, moi, c'est qu'il a entraîné juste Brest. Il n'a pas encore entraîné au haut niveau. Alors, est-ce que ce ne serait pas trop risqué de le recruter là dès cet été pour un club comme l'OM et pour bâtir un projet sur le long terme avec lui? Ce serait peut-être un choix un peu trop risqué, alors que Francaise a un peu plus, un peu plus d'expérience du plus haut niveau. Donc voilà. Donc c'est il y a du bon dans Francaise. J'ai dit quoi? J'ai dit Brest, Wam? Pour Will Steele? Ah oui, bah excusez-moi, non, mais oui, c'est bien l'entraîneur de Reims, hein, c'est un lapsus. Excusez-moi, c'est bien, c'est bien Eric Roy, l'entraîneur de Brest. Excusez-moi là-dessus, c'est un petit lapsus, ni plus ni moins. Le mercato finit aujourd'hui ou demain? Il finit demain. Demain soir à minuit 1, minuit et quelques secondes précisément. Voilà pour le mercato Corben. Normalement, il devrait terminer demain soir à minuit. Enfin, normalement, il va terminer à minuit demain soir. Et d'ailleurs, je vous le rappelle, comme je vous le disais en début d'émission, il y aura une émission spéciale Mercato demain soir de 23h à minuit pour suivre les derniers moments. Et à mon avis, il y aura aussi des noms qui vont circuler du côté de l'Olympique de Marseille. Nuno Tavares qui nous dit: Slim, tu préfères recruter un 9 ou un 10 sur cette fin de Mercato? Moi, vous savez très bien, je le dis depuis un moment, pour moi, ma priorité, c'était déjà un latéral gauche, on l'a eu, et ma priorité, c'était en plus Quentin Merlin. Et j'avais également émis le souhait d'un milieu offensif capable de remplacer Amin Harit, parce que j'estime que Amin Harit ne pourra pas faire tous les matchs, qu'il n'est pas bon tout le temps non plus, même si c'est un joueur que j'aime bien, le footballeur que j'aime bien, il ne pourra pas faire tous les matchs, il n'est pas toujours bon. Donc je pense que c'est important d'avoir un remplaçant. Aujourd'hui, en tout cas, là tu me demandes ce que moi j'aimerais un 10. Aujourd'hui, si je dois te dire ce que le club va faire, je pense qu'il n'y aura pas de recrutement à ce poste-là, avec le retour d'Iliman Ndiaye, qui peut-être jouer à ce poste-là, le retour d'Unai, de Harit justement. Ça fait à peu près 3 joueurs qui peuvent peut-être jouer dans ce poste-là. Luis Enrique qui va rester, Ismail Assar également qui semble rester également. Donc, honnêtement, je pense que ce poste-là est terminé, sauf surprise de dernière minute. Mais honnêtement, il n'y aura pas d'arrivée à ce poste-là. En tout cas, c'est mon avis. Après, voilà, Kadarik, c'est exactement ce que je dis. Bah, tu dis que tu es d'accord avec moi, mais Harit, le seul qui n'a pas de concurrence. C'est vrai qu'Harit n'a pas de concurrence. J'aime bien, hein, mais j'aime beaucoup Harit. Je trouve qu'il apporte beaucoup au jeu de l'OM. Il a quand même du déchet. Il pourrait des fois jouer un peu plus juste. Il n'est pas parfait non plus. Donc, je pense que lui apporter de la concurrence, ce serait bénéfique pour lui, mais ça ne va pas se faire. Ikario qui nous dit Benrahma à Lyon, apparemment, oui. Benrahma va s'engager avec l'Olympique lyonnais. Ça sera sous la forme d'un prêt avec option d'achat non obligatoire. J'ai l'impression que c'est à la mode, cette option d'achat non obligatoire. C'est également le cas dans le transfert de Vitinha. Donc Benrahma va s'engager à Lyon. Reina va s'engager, qui était une des pistes également chaudes du côté de l'OM, va s'engager à Nottingham Forest. Donc je pense que l'OM s'est vraiment retiré du poste offensif.
Et vraiment va peut-être, s'il doit y avoir une recrue, ce sera plutôt, à droite en fonction du départ. Même peut-être sans départ, hein, de Jonathan, Clauss. Là, il y a la blessure de Murillo, il y a aussi, la blessure de Clauss, donc faut aussi, prévoir ça. Faut aussi prévenir certaines blessures, donc peut-être qu'il y aura un recrutement à droite. Mais c'est pas sûr non plus, donc à voir. En tout cas, ça s'active. Il y a l'équipe qui a sorti ce matin, le nom de, bah, évidemment, Lorenz Assignon qui a beaucoup circulé là ces dernières heures. Mais il y a également, Çelik, l'ancien Lillois, le Turc, qui joue pas beaucoup du côté de l'AS Roma, qui a un profil, un latéral aussi très offensif qu'on connaît. À voir si c'est ça, si ça peut se faire, mais voilà. Hem Aqua VT Division qui nous dit surtout pas jouer l'Europe l'année prochaine pour faire une vraie saison et construire avec un vrai entraîneur autre que Gattuso. Il faut repartir à zéro. Sans coupe européenne, cela aura pas d'excuse de fatigue et stop 8 joueurs pour changer chaque saison. Les joueurs qui apportent rien comme Correa, Klose, Sarr, Ndiaye et Paul Lopez. Donc, ouais, à quoi il a une autre vision, lui. Il veut pas forcément l'Europe cette année. Moi, je pense que c'est important quand même, pour un club comme l'OM, de figurer dans une Coupe d'Europe. Et c'est pas pour autant que si tu joues une Coupe d'Europe, tu peux pas, repartir sur un nouveau projet avec un nouvel entraîneur, autre que Gattuso, parce que visiblement tu veux plus Gattuso. Donc je pense qu'on peut bâtir là-dessus. Être en Coupe d'Europe, ça peut aussi attirer plus de joueurs, un entraîneur comme Franquez, il serait plus apte à venir à l'OM s'il y a aussi une Coupe d'Europe. Et les joueurs, c'est pareil. Donc je pense qu'on peut avoir cette Coupe d'Europe-là et également repartir sur un projet, de 2-3 ans. Ouais, Nono VGN, c'est ce que je dis, hein, je sais pas, ce sont des inepties. L'ADN de l'OM, c'est jouer l'Europe chaque saison, bah, en tout cas, c'est ce que j'ai dit. Je sais pas, peut-être que je me suis mal exprimé, Nono, mais en tout cas, c'était, vraiment mon propos. Moi, pour moi, l'OM doit être en coupe d'Europe, donc déjà pour les finances, c'est important pour les finances, et puis je veux dire, ne pas jouer de coupe d'Europe, c'est pas non plus gage de bonne saison derrière. Là, il y a le cas de Nice, et Monaco, mais encore une fois, Nice et Monaco, ils sont là, mais ils font pas non plus une saison en termes de football. Je veux dire, c'est pas avec ce type d'entraîneur à 18 qui vont bâtir un projet. Par exemple, Monaco, je ne vois pas deux équipes étincelantes qui marchent sur la Ligue 1. Donc voilà, ils sont là pour l'instant comptablement, ils sont dans les clous, mais dans le jeu, pour moi, c'est pas forcément satisfaisant. Et regardez Lyon. Lyon qui n'a pas de Coupe d'Europe et pour autant est dans grande difficulté en Ligue 1, donc ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Tac, tac, tac. Ouais, Kolasinac, c'est vrai que les mouvements perpétuels à l'OM, je suis d'accord, ça c'est une critique qu'on peut émettre à Longoria. Après, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il s'adapte, mais ça rejoint aussi le fait de changer toujours d'entraîneur, mais ce qu'il fait, c'est qu'il s'adapte à son entraîneur. Et je trouve que ça, c'est une belle une preuve d'intelligence, et c'est aussi une bonne chose, de donner, de fournir des joueurs qui sont capables de s'incorporer dans le système de l'entraîneur. Ça, je trouve que, c'est une bonne chose. Après le problème en fait de ces mouvements-là, c'est parce qu'on change tout le temps d'entraîneur. Donc une fois qu'on a Sampaoli, qu'on lui a donné certains joueurs, bah, les joueurs qu'avait Sampaoli ne correspondent pas forcément à ceux d'Igor Tudor et ainsi de suite. Donc c'est là où je dis justement il faut, et on est plutôt d'accord, dans le chat, mais c'est pour ça que j'ai dit, il faut bâtir avec un entraîneur sur 2-3 ans et voilà et faire confiance à un entraîneur. Nono qui nous dit: «C'est vrai, mais attention de ne pas changer d'entraîneur chaque saison. Dans ce cas, ouais, c'est exactement ça». Heu
Rivel qui nous dit: «Je ne suis pas d'accord, Longoria est arrivé, l'OM était en déficit, il fallait prendre des joueurs en prêt. Maintenant, il n'y a pas de joueurs en prêt à Marseille». Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de joueurs forcément en prêt. Il y a aussi, voilà, il y a aussi des étapes, je suis d'accord avec toi, mais il n'y a pas forcément des joueurs en prêt, mais les joueurs qu'on achète ne s'inscrivent pas non plus dans la durée et ils peuvent partir, par la suite. Je vois un joueur comme Cengiz Ünder, au bout de 2 ans qui part. Ça m'embête un petit peu. Il y a d'autres cas, là j'ai pas en tête, mais voilà, un joueur comme Alexis Sanchez, c'est dommage de ne pas l'avoir gardé pour cette année encore une fois. Donc il y a aussi des erreurs. Moi, je suis de ceux qu'en plus qui le défendent, Longoria un petit peu qui défend son bilan. Mais il y a quand même aussi des erreurs et il faut améliorer ces erreurs-là pour être encore plus compétitif. Mais voilà, comme Gaëtan, Henrion qui nous dit, «J'espère qu'il va rester». Heu, ouais, après, sur le cas Mbappé, c'est vrai qu'il marque, beaucoup de buts, bon après je vais pas m'étaler là-dessus, mais moi je suis peut-être pas forcément toujours objectif aussi sur le cas Mbappé, mais moi c'est pas un joueur qui me transcende honnêtement. Alors, c'est un joueur qui state, beaucoup, ça c'est, indéniable, mais si vous regardez vraiment si vous regardez ses matchs dans la globalité, je trouve qu'il y a énormément de déchets et je trouve pas qu'il se soit un aussi grand joueur qu'on veut nous le faire croire. En tout cas, voilà, ça c'est mon avis sur Mbappé, c'était la petite parenthèse, mais ça nous intéresse pas ici. On est là pour parler de l'Olympique de Marseille. 11h35, je vais encore prendre, des messages, on a encore un petit peu le temps, on a encore un petit peu le temps. Tac, tac, tac. Heu Ah, alors ça, cette question, elle est pas mal et tu pas le seul à me l'avoir posée sur, Luis Enrique, Charlie Goyard. Slim, tu votes pour, ou contre le départ de Luis Enrique? Visiblement, la tendance a changé, hein, concernant Luis Enrique. Romain Hering vous l'expliquait hier en plus, très bien. Le club semble, changer un petit peu d'avis, au vu de ses prestations, de son envie aussi de lui de s'imposer à l'OM. Alors c'est vraiment un paramètre à prendre en compte, c'est que le joueur a envie de réussir à l'OM, donc ça c'est déjà intéressant, c'est un bon point, à mettre à son actif. Donc voilà, Luis Enrique, c'est un joueur que moi j'y crois pas beaucoup honnêtement. Alors je suis comme vous, hein, je sais pas si vous d'ailleurs, mais je trouve qu'on en fait un peu beaucoup, sur Luis Enrique. Je trouve qu'il a fait un match honnête contre Monaco. Il a enrhumé, Thilo Kehrer, ça c'est vrai. Il a fait un bon match honnêtement, Luis Enrique a fait un bon match. Mais, est-ce que c'est avec, lui que je me projette sur mon côté? Honnêtement, non. Moi, j'y crois pas beaucoup à ce joueur-là, mais visiblement, le club, pense l'inverse et tant mieux parce que le club est plus apte à juger, de son apport, que moi. Mais de ce que j'ai vu, moi, de ce que j'ai vu de Luis Enrique depuis qu'il est à l'OM, alors aujourd'hui, il a pas le même âge que quand il est arrivé, mais même contre Rennes, on a dit il avait fait une très bonne rentrée. Je pense qu'il faut être aussi mesuré. Je ne l'ai pas vu faire de gestes extraordinaires. Il a fait quelques différences sur le côté, mais je pense qu'il faut être un petit peu mesuré sur le match de Luis Enrique. Mais même si c'était, voilà, comme tu le dis, Charlie, l'un des seuls qui était un peu au niveau face à Monaco, je suis d'accord avec ça, mais il n'a pas fait non plus un match extraordinaire qui me fait dire que ça doit être un titulaire indiscutable à l'OM et qui va pouvoir s'imposer à l'OM. Moi j'ai pas j'émets vraiment de gros doutes sur la réussite de ce joueur-là à l'OM. Mais après, comme je vous le dis, je peux me tromper et ce n'est que mon avis. Donc, moi, je serais d'avis de le faire partir, honnêtement, Luis Enrique. Si on peut gagner un peu d'argent sur son transfert, ça pourrait être que bénéfique pour nous. Donc, Forvex qui nous dit mesurer, mais lui refaire confiance et juger après. Oui, pourquoi pas. Après, là, le problème, c'est qu'on a aussi un mercato à gérer. Et que si jamais on doit le faire partir, ça sera cet hiver-là. Donc après, peut-être que le sens de ton propos, c'est d'attendre
peut-être l'été et le vendre l'été. Ça peut être aussi une solution. Ça peut être une solution, mais en tout cas, moi, je le vois pas. Mais je le vois pas s'imposer à l'OM. Heu, Slim, retour du 4-3-3, tu penses? C'est possible. Alors, par contre, en revanche, si on garde Luis Enrique et qu'on garde Ismaïla Sarr, c'est possible. C'est fort possible qu'on puisse rebasculer quelquefois en 4-3-3. Ça, c'est pas impossible. Là, ta question est très, très pertinente, Luciano. C'est un débat qu'on avait aussi au sein de la rédaction avec Loïc, qui avait, Loïc et Seb également ont eu ce débat-là. Même si je pense que moi, on doit capitaliser encore sur ce 5-3-2. Je trouve qu'on a une assise défensive avec ce système-là. Je trouve qu'on a une animation défensive qui est plutôt cohérente. Il faudra travailler l'animation offensive désormais, mais avec le retour des Canis, d'Harit, d'NDI, la Mumbainia qui va venir se greffer également à cet effectif-là, je pense qu'il y a quelque chose à travailler et je resterai moi sur ce système-là. Mais c'est vrai que Gattuso, lui, est un grand fan. Et d'ailleurs, j'en parlais parce que je le dis souvent, mais j'avais fait une interview en début de saison à l'arrivée de Gattuso, de Mouktar Diakabi qui l'a connu. Et après, hors antenne, il me disait, c'est vrai que c'est un entraîneur qui aime beaucoup jouer, évoluer dans ce système-là, 4-2-3-1, 4-3-3. Parce que je lui avais demandé, c'est quoi son système préférentiel? Il m'avait dit 4-2-3-1 ou 4-3-3. C'est vrai qu'il aime beaucoup avoir en fait des joueurs, des ailiers, vraiment des vrais ailiers de percussion. Donc c'est vrai qu'à l'OM et avec ce système de 5-3-2, c'est pas du tout ce qu'il aime faire habituellement. Donc à voir, mais c'est pas impossible en tout cas si Luis Enrique et Ismaïla Sarr restent, qu'on bascule dans un 4-3-3. Mais après avec le recrutement par exemple d'un Quentin Merlin, ou même Jonathan Klaus, je pense que c'est ces deux latéraux qui sont meilleurs, plus à même à jouer dans ce rôle de piston, comme on dit, en 5-3-2, plutôt que dans une défense à 4. Ils sont plus à l'aise dans ce rôle d'être des contre-attaquants, d'apporter plus offensivement. Merlin l'a dit, il doit travailler sur l'aspect défensif. David Filippo était là également. Et, dans un OM au café, il nous disait que c'était un petit peu son point faible, l'aspect défensif, même si moi, je ne suis pas forcément d'accord. Je trouve que c'est plutôt un bon défenseur par rapport à ce qu'on a pu avoir avec Renan Lodi. C'est le jour et la nuit défensivement, mais c'est vrai que le 5-3-2 met plus en avant nos latéraux, à voir quel système, comment Gattuso va combiner. Mais c'est pas, Luciano, ta question est intéressante parce que je pense qu'en fonction des départs et des arrivées, ça pourrait changer. Bah écoute, Moineau, Valentin Rongier devrait reprendre bientôt. C'était Idriss qui donnait des nouvelles là, il n'y a pas longtemps, donc je pense qu'il devrait reprendre tout doucement avec le groupe là, d'ici 2 semaines. Là, on est début février. On n'est même pas fin janvier, début février. Je pense qu'il devrait reprendre avec le groupe incessamment sous peu. Donc après, le revoir sur le terrain, pas tout de suite. On va être un petit peu réservé là-dessus parce qu'il ne faut pas prendre de risques non plus pour une rechute. Mais en tout cas, ça suit son cours, son rétablissement, et il pourrait revenir un petit peu plus tôt que prévu. Voilà, Moineau, j'espère que ma réponse te satisfait. Alors, il peut y avoir combien de mouvements avant la fin du mercato, Verven? Alors, il va y avoir, de toute façon, je pense qu'il va y avoir un départ de Muguet. Il y a Dunkerque qui est intéressé, l'AS Saint-Étienne également, et également le Stade Malherbe de Caen, qui est intéressé par François-Régis Muguet. Donc là aussi, il va y avoir du départ. Pape Gueye peut potentiellement partir. Vitinha, bon, c'est déjà fait. Il passait sa visite médicale d'ailleurs aujourd'hui, ce matin. Ce matin, pour info, il passait la visite médicale au Genoa. Ça s'est bien passé. Donc, il va s'engager avec le Genoa. Option d'achat non obligatoire également, 25 millions d'euros. Je ne serais pas surpris de le revoir débarquer du côté de
du centre Robert Louis Dreyfus l'été prochain. Ça m'étonnerait que le Genoa lève l'option d'achat à 25 millions, à moins qu'ils mettent triplé sur triplé. Donc à voir là-dessus. Donc Gay, Muguet, Vitinha, Jonathan Klaus. Moi, honnêtement, j'y crois pas du tout. Au départ de Jonathan Klaus, je pense qu'il y a un coup de pression, un coup de pression du club. Donc voilà, je pense qu'il pourrait y avoir potentiellement 4 départs, un qui est déjà acté, donc il en reste 3. Donc à voir là-dessus, mais à voir. Mais je pense ouais, au moins 3 départs sont à attendre encore du côté de l'OM. Muguet, on le récupère au printemps. Nono, bonne vanne de Nono VGN. Moi, je suis quasi sûr que la vente va se faire. Tout ce qu'on peut voir va dans ce sens. Ah, la vente OM, tu parles. Ouais, je sais pas. Moi, comme je vous ai dit, je n'ai aucune info là-dessus. Je n'ai aucune info sur une potentielle vente de l'OM. Donc là, vraiment, je pourrais pas me prononcer. Si un jour on en a une, on vous la donnera. Croyez en nous. Mais pour l'instant, moi, je ne crois pas que ces départs-là signent une vente de l'Olympique de Marseille. Honnêtement, je ne vois pas de cause à effet, en tout cas. Ouais, Yuta Okanaki a un petit mot sur Soglo, si tu veux. Gattuso l'a enfin fait jouer. Oui, après, il l'a pas non plus mis dans les meilleures dispositions. Il l'a un peu fait jouer. Voilà, il est rentré à latéral droit. On sait que c'est un gaucher, donc pas forcément évident. Il n'était pas à l'aise. On le sentait, hein, pas très à l'aise dans ce match. Il est sorti d'ailleurs avant la fin du match. On l'a senti d'ailleurs assez peiné de cette sortie-là, sans râler, mais on l'a senti évidemment un petit peu attristé. Je pense attristé par son match, parce qu'il savait qu'il n'avait pas eu un rendement très, très bon. Mais voilà, en tout cas, il lui a fait confiance sur ce match-là. Il ne l'a pas forcément mis dans les meilleures dispositions, mais voilà, moi je trouve qu'il a quand même certaines qualités. Il a la qualité de percussion, de vivacité. Je trouve un peu léger, moi en tout cas, en tant que latéral. Alors peut-être que son vrai poste n'est pas aussi latéral. C'est un milieu de formation. Peut-être le voir un peu plus au milieu de terrain quand il rentrera les prochaines fois. Mais pour l'instant non plus, c'est pas un jeune qui me transcende pour l'instant, honnêtement, Emran Soglo. Mais j'étais content de le voir rentrer. J'avais vraiment envie qu'il montre ses qualités. Et malheureusement, je trouve qu'il n'a pas fait une très bonne entrée. Mais encore une fois, je le dis et je le répète, pas aidé par ce positionnement-là à droite, en latéral droit. Euh, Qui est en titulaire en défenseur droit à la place de Klaus? Très bon niveau. Ah oui, pour le match de Lyon, je pense que tu me poses la question. Je pense qu'on pourrait, sur le côté droit, alors il y a potentiellement soit un des ceux à gauche, là, Ulysse Garcia ou Quentin Merlin qui pourrait dépanner sur le côté droit. Donc à voir, et ça m'étonnerait pas du coup, pourquoi pas de passer à 4 défenseurs et de voir Bamo Meïté glisser sur ce couloir droit, honnêtement. À l'entraînement, il a occupé ce poste-là, visiblement, sur les derniers entraînements. Donc pourquoi pas le voir basculer sur le couloir droit, ou comme le dit NJ, on fait un 3-4-3 et on fout Sarr sur le couloir. Ça peut être une solution aussi, même si Sarr, voilà, défensivement, ça sera un petit peu plus léger. Ça peut être ce type de solution-là. Mais en tout cas, n'est pas à exclure la solution Bamo Meïté qui glisserait sur le côté droit. Ça, c'est vraiment pas à exclure. Voilà, bon, il est 11h48, on a fait long là encore, il est bientôt 50.
Funkadrix qui nous dit avec les dernières déclarations, je vois Malclos rester. Ou Verretou, Don Blas nous dit pour le couloir droit, mais Verretou, je le préfère quand même dans l'axe, honnêtement. Je le préfère vraiment dans l'axe, je trouve, même si voilà, il a fait cette passe presque décisive pour Vitinha en venant du couloir droit. Il est capable de dépanner parce que c'est un joueur qui est intelligent, c'est un joueur qui sait s'adapter à tous les postes. Donc non, je pense que vraiment il est assez polyvalent, mais je le préfère dans le cœur du jeu. Je trouve j'aime bien son activité. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait voilà, un petit peu le tour ce matin. J'ai pas pu prendre tous les messages, évidemment. Vous étiez encore une fois nombreux ce matin dans le chat. Là, on a fait 53 minutes. Je vois 54 bientôt. Il y a Marine qui a la réalisation qui va s'énerver parce qu'elle doit avoir faim aussi. Le ventre qui gargouille un petit peu. Donc voilà, moi aussi, je commence à avoir faim. On va prendre le temps de se quitter. S'il y avait les Bacayona d'Hachette, maintenant on doit parler de Vitinha. Ouais, c'est vrai, hein, il nous a fait une bacayonnade finalement, Vitinha samedi soir. C'est vrai ça, il a fait une bacayonnade. Non, du coup, on se retrouve quand même, prenez note parce qu'il y aura une grosse journée demain. Ça va être une grosse journée. Il y a l'OM au café le matin. Ce sera avec Romain Herring. Le matin à 11 h comme d'habitude. Ensuite, il y aura le talk à 18 h avec Sébastien Volpe à la présentation. Il sera là aussi pour rentrer dans le match de Lyon. Il y aura pas mal aussi d'infos mercato à donner peut-être. On va également prendre une heure d'antenne à partir de 23h minuit pour un talk nocturne, bien nocturne, sur le mercato, spécial mercato, sur la fin du mercato. Donc ça va être intéressant à suivre. On sera là, il y aura des infos à donner, il y aura Bastien, il y aura Bilal, il y aura Romain Canuti aussi qui aura peut-être des dernières infos. Donc ça va être assez croustillant, ça va être sympa. Je compte sur vous pour votre présence, mais j'ai pas de doute là-dessus. Je vous souhaite à tous un bon appétit et puis on se retrouve demain. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao.